Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et vous écoutez VCast en 2024, le podcast média de Values. Je commence cet épisode en vous présentant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et vous remercie pour votre fidélité. Qui dit nouvelle année dit renouveau, projection vers l'avenir, espoir, résolution. Et c'est pourquoi nous avons voulu un premier épisode qui parle des plus jeunes d'entre nous. Et c'est d'actualité alors que le plus jeune Premier ministre de la Ve République s'installe à peine à Matignon. Je jure qu'on n'avait aucune info lorsqu'on a imaginé le thème de cet épisode. Alors ces jeunes, quelles sont leurs aspirations, leurs désirs, leurs difficultés et comment est-ce qu'ils se projettent dans l'avenir ? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, il nous fallait un expert, légitime, et c'est pourquoi j'accueille Ronan Dubois, directeur général et directeur de la publication de 20 minutes. Bonjour Ronan. Bonjour Jérôme. Je disais expert car 20 minutes publie régulièrement une étude avec Opinionway qui s'appelle Moi Jeune. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cette étude, sa méthode aussi ? Alors Moi Jeune est une démarche de 20 minutes qui a été initiée en mars 2016, qui, loin des clichés habituels, a voulu permettre aux jeunes âgés de 18 à 30 ans de s'exprimer et de s'impliquer dans la réalisation du selfie, le portrait de leur génération à travers une démarche inédite et collaborative. On se voulait vraiment être un peu différent de ce qui avait été fait et de créer ce panel qu'on continue à utiliser souvent pour nos propres besoins, mais aussi pour les besoins de certains de nos partenaires. Alors pourquoi on s'intéresse aux 18-30 ans ? Parce que c'est une génération qui fascine, qui déroute, qui est mouvante, mais qui porte en elle l'avenir de la France, l'avenir des générations qui arrivent. C'est la relève et il est important de la comprendre pour nous, mais aussi pour nos clients bien entendu. 20 minutes, c'est une marque média qui a 22 ans. Nous allons fêter bientôt nos 22 ans. C'est le 15 mars que nous aurons 22 ans. C'est une marque Millenniums, donc qui est appréciée des jeunes. C'est une grosse part de notre audience, tant sur le papier que sur le digital. Nous toucherons 3 millions des 18-30 ans, donc on pèse un petit peu dans le game, comme disent les jeunes. C'est 30 millions des 18-30 ans par mois. Sur l'ensemble de nos supports, print digital, chaîne de télé, mais qui est encore... Ça, on va y revenir. De toute façon, je vais t'interroger aussi sur tous ces chiffres. On aura l'occasion d'en reparler. C'est avec plaisir. Donc évidemment, on se doit être à leur écoute. Le monde change et il faut qu'on change avec lui. C'est quoi les grands enseignements, si on devait retenir des grands enseignements des éditions précédentes ? Et puis on va parler de la dernière ensuite, et puis peut-être que tu nous diras quelques mots sur la prochaine. Mais d'abord sur les précédentes éditions. Alors, c'est pas un gros scoop. Sortie de Covid, les jeunes n'allaient pas bien du tout. Ils se posaient beaucoup de questions. Et les crises multiples que nous traversons, Covid, guerre en Ukraine, crise du pouvoir d'achat, contexte économique, énergétique, la crise climatique en arrière-plan qui les inquiète beaucoup. Qui est un sujet très important pour les jeunes. Ça affecte évidemment tout le monde, mais ça affecte surtout les 18-30 ans, parce qu'eux, ils ont l'âge où on passe les étapes importantes de la vie. Moi qui suis plus âgé, je m'y préoccupe, mais étonnamment, quand je vois mes enfants, ils sont beaucoup plus attachés à ça que nous ne pouvons l'être. Parce que on se construit, c'est des âges structurants, de choix déjà professionnels, personnels, et donc tout cet environnement est assez angoissant pour eux. Je dirais que leurs étapes de vie ont été un peu retardées. Quand on veut faire un voyage à 20 ans, c'était pas possible parce que pendant 2 ans, ça a été compliqué de voyager. Lorsqu'on rentre dans sa vie étudiante, moi je me souviens, les premières années étudiantes, on faisait la fête, on voyait ses amis. Là, ils étaient plutôt chez eux. Donc il y a une vraie frustration chez eux qui s'est installée. Et du coup, ça a ralenti le premier emploi, ça a ralenti la première acquisition. Il y a eu beaucoup de choses où ils se sont sentis un peu volés, quelque part. Et c'est vraiment un terme qu'on ressent souvent. Et ça a impacté aussi leur santé mentale, puisque 78% considèrent que l'état de santé mentale de leur génération n'est pas bon, ce qui est quand même un chiffre assez alarmant. 53% déclarent que leur propre état de santé mental n'est pas bon. Donc du coup, quand un jeune sur 2 dit « Ah non, moi je vais pas bien », il y a quand même un vrai sujet important. Et que 31% des 18-30 ans pensent que qu'être jeune en ce moment, c'est plus difficile qu'il y a encore 3 ou 5 ans, donnant raison au fameux « pas facile d'avoir 20 ans en 2020 » de notre cher président. Tout à fait, on s'en souvient. Conséquence, ce sont plutôt les jeunes qui se replient. Ils se replient
sur eux-mêmes, ils se replient sur leur propre cercle et finalement s'ouvrent un petit peu moins. Et c'est un peu une tendance qu'on appelle la tendance slow life, c'est retour sur sa propre bulle personnelle. Oui, ce qui est finalement là où c'est rassurant, en fait, c'est ça. C'est ça, je ne prends pas de risque. C'est ça, on ne prend pas de risque, on se protège, on reste avec les siens, etc. Ouais. Ok, maintenant on va parler de la dernière édition. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé la thématique de cette édition, c'était autour de la réussite des jeunes. Pourquoi vous avez décidé de ce thème-là spécifiquement? Voilà, qu'est-ce que ça dit de particulier et comment on voit certaines évolutions par rapport à ça? Si je reprends les chiffres que je viens de donner sur l'angoisse, on a voulu justement confronter ce sentiment qu'ils avaient et qu'ils nous avaient partagé depuis 2020 avec la vision qu'ils avaient de la réussite. Qu'est-ce que la réussite? Donc on a vraiment souhaité voir comment, alors qu'ils se sentaient perdus, angoissés, ils se projetaient dans l'avenir vers du positif ou vers quelque chose d'autre, et vers quelque chose qui les fait vibrer. On leur a posé des questions simples. C'est quoi réussir sa vie? Qu'est-ce qu'une vie réussie quand on a du 30 ans? C'est quoi leur idéal de vie? Et comment la société les aide à l'atteindre et à trouver leur place? Parce que ça aussi, le sujet de quelle est ma place, donner du sens, beaucoup plus peut-être que les générations précédentes, et quels sont les modèles de réussite qui les inspirent. Donc c'était un peu les grosses thématiques. Alors c'est très bien, on va passer un peu à des chiffres et à des résultats. Alors qu'est-ce que c'est réussir sa vie pour nos jeunes? Alors, je vais encore reprendre une référence que certains vont avoir. Alors, ce n'est pas avoir une Rolex. Moins que jamais. Mais c'est plutôt avoir le smile. Ouais. En fait, aujourd'hui, le bien-être, et donc c'est là où c'est assez intéressant, ils ne sont pas bien, mais ils ont conscience que réussir sa vie, c'est d'être heureux, c'est d'être positif, et c'est important pour eux. Blague à part, la réussite, ça ne se manifeste pas uniquement par le consumérisme, par les objets matériels. Ils sont nés avec la société de consommation. Ce n'est plus comme les générations précédentes des signes distinctifs. Aujourd'hui, ça va ailleurs. Est-ce qu'il y a des différences majeures entre les hommes et les femmes dans les résultats de cette étude? Est-ce qu'on sent que les filles sont plus ceci ou les garçons sont plus cela? Dans toutes nos enquêtes, on constate toujours des différences fortes entre les jeunes et les femmes, entre les jeunes femmes pardon, et les jeunes hommes. Et sur la question de la réussite, on note que les jeunes femmes priorisent le bien-être beaucoup plus, la famille, que les jeunes hommes. Que les garçons. Comment est-ce que les conditions extérieures de la société, t'en parlais tout à l'heure, hein, tu en parlais autour du climat, t'en parlais autour de la guerre, etc. Comment est-ce que ces conditions extérieures influent sur la perception de la réussite des jeunes? Globalement, les jeunes considèrent plutôt à 57% que leur pays, donc la France, leur donne les moyens de réussir leur vie. Donc au moins c'est un point positif, c'est que tout le système social français fonctionne encore. Mais ils sont presque autant à dire que le climat social actuel est un frein à leur réussite, à 52%, et qu'il est impossible de réussir sa vie quand on fait face à autant de crises. C'est surtout la succession des crises. En fait, on est à peine sorti d'une, il y en a une autre qui arrive, voire il y en a deux dans la même, quoi. Donc la conscience du monde qui les entoure et cette angoisse de crise après crise, mais quand est-ce que ça va se terminer, est aussi un frein, en tout cas, à ce qu'ils considèrent comme étant de la réussite. La réussite étant aussi le smile, forcément, et à un moment donné, ça bloque un peu. Et ce n'est pas pour autant que les jeunes portent un regard pessimiste sur leur propre perspective. À leurs yeux, on peut réussir sans cocher toutes les cases, sans avoir tout ce qu'il faudrait pour accéder à la réussite, un diplôme, une orthographe juste ou encore de la confiance en soi. Réussir dépendrait moins de critères sociaux établis par les institutions que d'une capacité personnelle à se donner les moyens, aller chercher en soi les moyens de réussir. Évidemment, on est aidé par le système, mais c'est aussi à nous d'aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir réussir. C'est super intéressant. Est-ce que nos jeunes ont besoin d'avoir des modèles et où est-ce qu'ils les trouvent? En fait, ce qui est intéressant dans cette étude, je te pose des questions pour nos auditeurs. Évidemment, j'ai vu les résultats. Si je pose ces questions, c'est les points saillants de cette étude. Oui, je me souviens, tu étais là lors de absolument lors de la présentation. Sur les modèles, c'est intéressant parce que c'est presque un peu contre-intuitif. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les grands modèles des jeunes? On a fait un mood board qui était assez intéressant de voir effectivement, ils ont des modèles. Ils sont 68% à penser que c'est important d'avoir des rôles modèles, des modèles de réussite dans la vie. C'est important d'avoir des modèles de réussite issus de toutes les strates de la société, pour 74%. Et les témoignages authentiques des personnes qui ont réussi les inspirent, des vrais gens. En fait, ils sont à la recherche aussi de modèles de vrais gens. Mais le plus souvent, ils trouvent ces modèles
dans leur entourage proche, au final. Mes parents qui sont partis de rien et à force de courage ont réussi. Ma maman qui rentrait tard, mais qui m'a toujours donné les moyens, moi, de réussir. Et ils sont finalement près de la moitié à cocher la phrase « Je suis mon propre modèle, je suis ma propre voix ». Alors, il dit ça, et d'un autre côté, beaucoup d'influenceurs, ils suivent beaucoup d'influenceurs qui, en fait, ne sont pas comme il y a 20 ans, c'était peut-être des modèles de Steve Jobs. Là, ça peut être des Miss France dans le mood board. Et le mood board était assez parlant parce qu'il y avait vraiment de tout, de toutes les strates de la société, que ce soit économie, sportif beaucoup aussi. Et ça, c'était intéressant. Voilà. Mais à la fin, ils se recentrent sur eux, sur leurs proches. Vachement intéressant quand on repense, sans faire de politique, mais aux émeutes, etc. Et on dit toujours qu'on attend que le pouvoir prenne des décisions suite à ça et les conséquences. Ben voilà, il ferait bien de regarder un peu dans ce genre d'études pour se rendre compte de là où se trouvent les jeunes en fait, dans leur envie et dans ce que c'est que réussir. Justement, dans la société, évidemment, et dans VCAS, on en parle évidemment très régulièrement, des marques. Comment est-ce que les marques peuvent jouer un rôle dans tout ça ? Quel rôle elles ont et est-ce que l'étude en parle ? Encore une fois, question rhétorique, je sais qu'elle en parle. Dans le rapport aux marques, les jeunes attendent de l'authenticité. Ce sont des choses qui ont vraiment changé. Tout à l'heure, je parlais de la Rolex, on est un peu sorti de ça. Ils cherchent de l'authenticité, qu'ils apprécient dans les modèles de réussite au quotidien, de voir des personnes normales. On revient, le président normal, encore une fois, des personnes normales qui sont allées au bout de leur rêve. 72% des jeunes considèrent que les marques qui mettent en avant des modèles qui reflètent tout type de personnes ont compris les attentes de leur génération. Ce n'est pas des gens qui sont intouchables, c'est monsieur, madame, tout le monde, quelque part, qui ont réussi. 76% d'entre eux pensent qu'elles doivent aller plus loin et ce n'est pas le moment de s'arrêter. Les marques doivent saisir la balle au bond de ce mouvement qui est les gens normaux. Je pense à une marque c'est Célio, c'est ça en fait, c'est leur axe de communication, c'est Binormal, quoi. Donc voilà, c'est être normal. Et aujourd'hui, c'est être authentique et c'est ce que les jeunes recherchent. Et je crois qu'il y a aussi un côté engagé, et tu parlais d'authenticité, hein, c'est les marques qui s'engagent, évidemment, j'allais dire marque des points. Bon, est-ce que tu nous dirais quel est le thème de la prochaine étude Moi Jeune, je crois, là, qui va avoir lieu en février? Eh bien, roulement de tambour. Ouais, exclusivité, attention. Exclusivité, attention. On n'a pas été chercher très très loin non plus. 2024, qu'est-ce qui se passe en 2024 ? C'est un petit peu une grande année sportive. On a donc voulu évidemment travailler sur ce thème des JO, mais aussi de leur rapport au sport, au corps, au bien-être, à la compétition. Je le disais tout à l'heure, certes le modèle, on dit parce qu'ils sont aussi le paradoxe des jeunes, c'est je dis quelque chose et je fais l'inverse. Donc les sportifs sont quand même des personnes importantes et du coup voilà, on voulait saisir l'année sportive parce que il y a les JO certes, mais il y a l'Euro 2024, le mois de juin, juillet et août. Nos équipes de rédaction, notamment les équipes sportives, vont être sur le pont, enfin pas que sportives d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment du boulot. Et voilà, on considère que 2024 pour la France, ça va être une année très importante du fait de Paris 2024 et on voulait absolument voir les JO sous le prisme des jeunes. Donc, on a compris, donc Moi Jeune sur le sport, les jeunes et le sport, c'est la prochaine étude. Merci beaucoup pour cette info. On va parler un peu de 20 minutes maintenant, parce que tant que je t'ai en face de moi, et j'en profite pour te remercier beaucoup, ainsi que ton équipe, ainsi que Romain dans ton équipe qui m'a confortablement installé dans vos studios. Donc je suis en direct de la rédaction de 20 minutes. Merci encore beaucoup. Ça fait que nous avons un joli son. Donc pour parler de 20 minutes, tu es le directeur général. Tu es le directeur de la publication depuis un peu moins d'un an, je crois. Pour nos auditeurs, il faut comprendre que le directeur de la publication, c'est celui qui a la responsabilité juridique du journal. Et donc, la responsabilité, elle peut être engagée en cas de problème dans une information qui est donnée, qui peut être attaquée, éventuellement une erreur d'information qui peut être attaquée, etc. Comment est-ce qu'on dort la nuit quand on a cette responsabilité-là sur les épaules, cher Ronan ? Bien. Parce que j'ai une équipe de rédaction qui est au top, qui double-check. On est reconnu, et ça depuis 3 ans, je crois. Chaque année, Reuters fait une étude, qui est l'International Reuters Report ou quelque chose comme ça, qui demande à aux Français, enfin tous les gens de tous les pays, nous ce qui nous intéresse c'est la France, quel est le média dans lequel vous avez le plus confiance.
eh bien 20 minutes ressort comme étant le premier média dans lequel on a confiance. Pourquoi ? Parce que on est un média non partisan. On n'est pas un média d'opinion, on est un média d'information indépendante, on est indépendant et surtout non partisane. On donne les clés aux gens pour comprendre. À partir du moment où on donne les clés et qu'on n'interprète pas, déjà, on gagne en crédibilité. Et ensuite, on a depuis très longtemps, par différents formats, le fake-off, ou on travaille beaucoup autour de la fake news. Donc évidemment, lorsqu'on dit qu'on crée des produits, des formats éditoriaux autour de la fake news, on se doit, nous, d'être aussi assez rigoureux par le check, le double check. On double check toutes nos informations, mais évidemment, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Mais je fais confiance à mes équipes. Évidemment, j'ai quelques dossiers, hein, mais voilà. Après, si on fait une erreur, bah, on la reconnaît, on modifie avec la personne avec qui on a fait l'erreur. Enfin, on laisse en tout cas la part au contradictoire. Au contradictoire. Ouais. Bon, si j'ai voulu aussi t'inviter, c'est pour parler de la presse, de son rôle, notamment auprès des générations futures. On parlait de besoin de modèles, et pourtant j'ai l'impression, et pourtant l'actualité est souvent porteuse de mauvaises nouvelles, on pourrait presque dire de contre-modèles. Alors sans jouer au psy, comment est-ce qu'on évite le sentiment du tous pourri, ou bien de l'aquabonisme, notamment chez les jeunes? C'est quoi la responsabilité? Comment tu vois ça, la responsabilité de la presse et des journalistes? Alors, pour moi, la presse a beaucoup évolué, parce que quand on pense la presse, on pense journaux, mais aujourd'hui, la presse, l'information, elle est liquide, le contenu est liquide, c'est télé, c'est audio, c'est vidéo. La preuve, là, aujourd'hui, on fait un podcast, ça n'existait pas il y a 10 ans, ou un peu plus. Donc aujourd'hui, la presse, c'est l'actualité. Le rôle des journalistes, il est clé dans l'éducation aux médias. Il est important, et il est prouvé d'ailleurs que dans les populations qui s'informent, qui sont éduquées, en fin de compte, je dirais que les relations sociales, les relations humaines sont souvent meilleures. On fait plus attention aux autres. Donc le rôle de la presse est crucial. Le rôle de 20 minutes l'est encore plus dans la mesure où nous sommes le seul média gratuit, et qu'aujourd'hui, donner l'accès à une information de qualité, aujourd'hui nous sommes chez 20 minutes, nous avons 80 journalistes en CDI, plus évidemment des aides externes, des pigistes de temps en temps qui nous aident. Et ces journalistes-là ont cette vocation, cette ambition de donner une information fiable à tout le monde. Il faut que l'information pour les Français soit accessible gratuitement. Sinon, on laisse l'information aux GAFAM. Et je prends toujours cet exemple-là parce que moi, il m'a particulièrement fait réagir. J'ai mon petit neveu qui, il y a 3 semaines, me dit j'ai tout compris, il a 12 ans, et j'ai tout compris au conflit israélo-palestinien. J'ai vu une vidéo sur TikTok d'1 minute. Moi j'ai 50 ans et je ne l'ai pas compris. C'est tellement compliqué. Mais lui il avait tout compris. TikTok 1 minute. J'ai vu la vidéo, je pense qu'il y avait en 1 minute autant de bêtises que j'ai jamais vu. Donc, en fait, il est important que, évidemment, la crise économique fait que mettre 1 euro, 2 euros, 3 euros, 3,80 € parfois pour avoir un quotidien, c'est dans l'arbitrage du quotidien. Non, en fait. C'est plus prioritaire. C'est plus prioritaire. Donc, c'est quoi ? Donc, soit j'ai la télé, mais c'est souvent c'est la télé. Puis c'est souvent. Puis c'est déserté par les jeunes, notamment, si on parle des jeunes, par exemple. C'est déserté par les jeunes. C'est surtout donc les réseaux sociaux. Et je ne veux pas laisser aux réseaux sociaux la main sur une information alors que c'est capital. Donc le rôle de la presse, le rôle de 20 minutes, c'est de donner cette information. Nous, on a fait le choix depuis très longtemps de ne pas écrire des romans sur une actualité. On est assez synthétique parce qu'on veut que ça soit lu. Écrire des feuillets de 10 000 signes, c'est très bien. Mais est-ce que notre cible, qui sont les jeunes actifs urbains, vont le lire ? Je ne suis pas sûr. Donc on pourrait donner une information, voilà, tac, tac, compréhensible, on donne les clés, à eux de les interpréter. Et ça, pour nous, c'est clé, en tout cas, dans l'équilibre, je dirais, de la démocratie en France, quoi. C'est important que tout le monde ait le même niveau d'information, et que sinon, c'est la part belle au complotisme, aux fake news, etc., etc. Justement, dans la démarche, donc, en fait, le journal, il est là, l'information, elle est là. Quand je dis le journal, tu as raison, hein, le site, tous les formats qui peuvent exister. Sauf que maintenant, comment on redonne confiance ?
comment on redonne confiance dans les médias d'une manière générale? Là, je te demande peut-être de prendre un peu de recul et dans la presse en particulier. On sait que la profession de journaliste, c'est une des professions les plus détestées par les Français quand on fait. Donc, il y a les hommes politiques et les journalistes, en gros, hein. Et moi, je suis un ancien journaliste, donc je me sens complètement solidaire de tout ça. Voilà, comment on redonne confiance alors qu'on part de là, où on en est là? Bah, en fait, on redonne confiance, je pense, en disant la vérité aux Français, en étant... et c'est là où parfois les journaux d'opinion ont un rôle un peu néfaste, parce qu'évidemment, si je donne la même information, et je ne vais pas citer de journaux, mais Tout le monde l'a en tête. j'ai dans un, on me dit vert, et que l'autre, on me dit rouge, il y en a un qui ment. Les deux mentent. Les deux ont raison, mais c'est juste une interprétation. C'est aussi important de donner les clés aux gens que cette information, elle est déjà vraie, parce qu'il y a aussi le problématique des fake news. Et les fake news, en plus, sont rarement issues des journalistes. Donc c'est à nous, de chacun, de combattre les fake news, de donner une information fiable. Et c'est la crédibilité du métier de journaliste qui est là très importante. Mais je pense quand même que la grosse majorité des journalistes font très très bien leur travail, que ce soit chez nous ou chez nos concurrents. Mais voilà, maintenant, il y en a quelques-uns qui font plus de bruit, puis tout le monde n'est pas journaliste. Il y en a qui se disent journalistes ou qui sont perçus comme journalistes alors qu'ils ne le sont pas. Voilà. Oui, et puis il y a une confusion maintenant aussi avec les différents rôles dans un journal. Il y a les éditorialistes qui eux donnent leur opinion. Il y a effectivement des journalistes d'investigation. Je pense qu'il y a une éducation aux médias à faire. Mais d'ailleurs, le momentum est assez intéressant. Emmanuel Macron a lancé les États généraux de l'information. Aujourd'hui, c'est clé, mais il faut qu'il en ressorte quelque chose qui soit positif pour les Français, positif pour la presse. Et je pense que tout le métier de la presse en attend beaucoup. Et vous participez à ces États généraux? Alors, il y a 5 groupes de travail. Et dans chaque groupe de travail, au final, il y a assez peu de presse représentée. Nous avons 2 actionnaires chez 20 minutes, qui sont Ouest France et Rossel. Et François-Xavier Lefranc, qui est le directeur de la rédaction de Ouest France, lui participe à un des groupes. Mais c'est un des seuls journalistes dans les 5 groupes présents. C'est très étonnant. Intéressant. Si on revient un peu au journal et encore une fois aux médias 20 minutes, on va dire. Quelques chiffres, tu nous les as donnés tout à l'heure, mais on en est où de la diffusion globalement et notamment sur le papier avant de parler du web, le modèle du gratuit. Voilà, ça représente combien d'exemplaires Alors, le modèle de 20 minutes est un modèle papier et digital, comme on l'a dit. Aujourd'hui, on est diffusé 3 jours par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, à 850 000 exemplaires. C'est-à-dire que lorsqu'on sort le lundi, nous sommes le journal le plus diffusé le lundi, le journal le plus diffusé le mercredi, et loin devant nos concurrents. Et on est diffusé dans 8 villes, dont évidemment, quand je dis ville, en fait Paris n'est pas une ville, c'est l'Île-de-France, au travers d'un réseau de distribution qui sont la RATP, la SNCF et des colporteurs qui viennent renforcer notre distribution dans les points et les hubs où il y a énormément de monde. Donc c'est 850 000 exemplaires, et sur le digital, c'est 17 millions de visiteurs uniques, c'est 90 millions de visites sur le site, c'est un peu plus de 100 millions de streams. On est assez content de nos chiffres. Donc, ce qui nous place sur le podium des marques d'information par la CPM One Next comme étant là. Alors on se tire un peu la bourre avec les 2 premiers, mais en tout cas on est toujours dans le top 3. Parle-nous un petit peu du modèle. Comment on fait pour sortir un journal gratuit aujourd'hui? Est-ce que c'est une entreprise rentable, 20 minutes? C'est la dépendance de la publicité, forcément, ça a quelles conséquences? Surtout quand on sait que le marché est quand même plutôt baissier, en tout cas sur le papier, et que sur le digital, tout le monde a du mal à vraiment bien monétiser la qualité et l'information, etc. Alors, on sort d'années difficiles, c'est pas un gros scoop, hein. Mais on a retravaillé le produit, on a retravaillé l'édito dans le sens où les temps changent, il faut qu'on change avec, et que attention à la fatigue informationnelle, trop de mauvaises nouvelles, comme tu le disais tout à l'heure, parfois nuit un peu au produit, et on s'est voulu étant un média de solution, un média positif. Donc oui, on donne des news, mais on veut aussi donner l'accès à de l'information plus large, de l'information sur la vie professionnelle, l'information sur l'immobilier, des tips, l'information sur la consommation, mieux consommer, moins dépenser, mieux manger, sur la planète. On veut aussi élargir notre contenu éditorial au travers
des verticales qui vont aider les Français dans leur quotidien. On veut vraiment être dans le quotidien des Français. Toujours la même mission, gratuit, fiable et utile. Et ça, c'est très important pour nous. Donc le papier, évidemment, on est comme le digital, on est à 100% financé par la publicité, mais on ne mélange pas journalisme et publicité. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est clair et qui est défendu par moi, par la direction de la rédaction et par la directrice de la régie. Néanmoins, il faut se réinventer. Donc on réinvente au quotidien avec les annonceurs des opérations spéciales, c'est très important. On a la chance d'être seul maintenant, mais c'est aussi parfois une difficulté. Mais on utilise les colporteurs pour faire je dirais des opérations dans la rue, réenchanter les quartiers, parce que on se rappelle des trois couleurs, il y avait le rouge, il y avait le vert, il y avait le bleu, maintenant il n'y a plus que le bleu. Mais c'était aussi intéressant, c'est que sortie de métro, voilà, ça mettait de la vie qu'on a perdu après le Covid, qu'on commence à reprendre. Je pense que 20 minutes était un peu sorti des radars pendant un bout de temps, pendant le Covid forcément. Et là, voilà, on a planté beaucoup de graines en 2023 avec les équipes. J'ai une nouvelle directrice de la rédaction qui est arrivée en septembre. On retravaille le produit, on réenchante le média. Et ça reprend. On a des bonnes nouvelles, on a des bonnes signatures, des grosses opérations. On a les JO qui arrivent. Il y a les JO pour moi jeune, mais JO aussi en termes d'édito. C'est-à-dire qu'on aura une grosse verticale digitale. On y reviendra, si tu le souhaites, sur la chaîne de télé, une émission de télé quotidienne pendant les JO. Et surtout, là où on s'arrêtait historiquement au début des vacances scolaires, on va continuer jusqu'au 11 août avec 3 jours par semaine du 6 juillet au 26 juillet. Et à partir du 26 juillet, on veut être le quotidien des JO. Dans le sens où on va être présent tous les jours, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dans notre circuit de distribution RATP SNCF, donc au pied des événements sportifs, au pied des compétitions gratuits. Et comme on considère qu'il y aura quand même énormément d'étrangers qui viennent découvrir notre belle ville, on aura une édition en 2 langues. Une édition française, alors là je le fais avec mes mains, mais oui, on le voit pas. C'est recto verso, on le retourne et on a une version anglaise dans laquelle, dans les 2 versions, on aura un city guide, parce qu'on part du principe que j'ai mes places pour le badminton le lundi, le vendredi j'ai volley, mais entre les deux, je suis à Paris, qu'est-ce que je vais faire? Et on va donner les tips. Aller voir le château de Versailles, le château de Chantilly. Pourquoi pas, si j'ai plus de temps, aller au Mont-Saint-Michel. Voilà, c'est faire découvrir la ville, faire découvrir notre pays aux étrangers qui viennent du Kentucky ou de Chine, mais aussi aux Français qui viennent à la capitale voir les épreuves. Et on veut que ce soit une fête pour tout le monde. Et on veut que 20 minutes participent à cette fête-là en étant serviciel, puisque dedans on dit aujourd'hui prenez pas la ligne 3 parce que ce sera le bazar, parce qu'il y a 4 stations de fermées, et en revanche ce soir il y a un super concert organisé à la Villette, etc. Voilà, on veut qu'on soit dans le quotidien des Français et qu'on crée ce réflexe-là. Et nous, on n'augmente pas nos prix, comme le ticket de métro, on reste gratuit. Voilà. Donc tu as fait la transition tout à l'heure. Une autre spécificité de 20 minutes TV. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur 20 minutes TV? Et décidément, ça veut dire que vous croyez à des médias qui sont quand même qui disparaissent un peu. Le papier, c'est de plus en plus dur, mais vous signez. J'adore cette idée pour les JO, je trouve que c'est formidable. La télé, c'est difficile. Vous reprenez un canal. Dis-nous en plus un peu sur le positionnement, les raisons et puis l'avenir pour 20 minutes TV. Alors, la télé linéaire, elle a des difficultés. Mais on n'a jamais autant consommé d'écran, quand même. Le device TV. Exactement. Je pense que beaucoup de gens regardent Netflix via leur écran de télé. Donc nous, la télé, c'est dans le prolongement. On veut que le contenu de 20 minutes soit un contenu qui soit liquide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 80 millions de streams. 80% de nos articles sont accompagnés d'une vidéo contextualisée. C'est-à-dire que je fais une vidéo, les journalistes font des vidéos qui illustrent le propos de l'article, pour ceux qui préfèrent de la vidéo que de la lecture. Et que ce soit chez nous ou partout ailleurs, la vidéo explose. Le besoin est important, les attentes sont fortes. Et du coup, l'opportunité de reprendre un canal Arcom, parce que c'est pas une web TV, c'est une vraie chaîne télé, canal 32 de la TNT, disponible sur toutes les box, évidemment sur l'application 20 minutes, et évidemment depuis le site internet. Mais on a voulu, cette chaîne de télé, être le prolongement de la ligne éditoriale de 20 minutes. C'est pas une chaîne d'information continue. Il y a des gens qui le font très bien. Nous, on a voulu faire une chaîne d'information globale, au sens où, je disais tout à l'heure que les verticales sur la consommation, l'emploi, et c'est travailler, parler, échanger
avec nos télénautes, on va dire, sur tous ces sujets-là. Évidemment, on va dire, ah oui, mais une chaîne télé, une de plus. En fait, on a construit la chaîne, non pas comme une chaîne linéaire, mais comme une chaîne délinéarisée. C'est-à-dire que j'ai du frais tous les jours, donc de 17h à 20h, c'est des cases de frais avec des émissions très claires. Et le reste, en fin de compte, je la construis finalement comme des rendez-vous en les multidiffusant. Mais c'est surtout que chaque case, chaque cube, on va dire, je les mets aussi sur le digital. Et du coup, en fin de compte, je dirais que c'est un écosystème de vidéos qu'on va retrouver sur différents supports. Et évidemment, on peut se permettre de la changer quand on veut. Et le fait d'avoir une chaîne de télé, ça aussi augmente nos exigences et la qualité de tout le contenu vidéo qui est fait par l'équipe de journalistes. Parce que voilà, on veut que ça puisse passer aussi en télé. Et donc du coup, on a des exigences très très fortes. Donc oui, la télé, pour nous, c'est important, c'est un prolongement. On n'a pas vocation à aller, je dirais, essayer de marcher sur les plates-bandes de TF1 ou d'M6, pas du tout. Ils font très bien leur métier et on ne leur ressemble pas. Mais on veut être aussi un écrin pour nos vidéos, un autre moyen de consommer à 20 minutes. Je me réveille le matin, tiens, je regarde la météo sur mon téléphone, je peux prendre mon petit-déj en regardant la télé et l'émission de la veille qui repasse. Je suis dans le métro, je prends le journal, je peux l'emmener, je fais les sudoku au bureau. Et au fil de la journée, je regarde un peu moins l'actualité, mais j'ai préparé mon week-end. Donc là, on a le contenu un peu plus froid, un peu plus magazine qu'on a développé. Je veux changer de boulot, j'en ai marre de mon boulot, faire une formation. Voilà, c'est vraiment l'accompagnement et du coup, à tous les touchpoints possibles du français. On parle souvent des moments de vie. Bah là, c'est un peu les moments de la journée. Exactement. C'est intéressant sur le... C'est le journey day. Voilà, exactement. Bon, dernière question, et pour conclure, tu en as un petit peu parlé avec des choses, finalement, une vision optimiste du média 20 minutes, de la presse et de votre rôle. Comment tu vois justement l'avenir globalement, au-delà de 20 minutes, l'avenir de la presse est-ce que ça va devenir un simple fournisseur de contenu pour les réseaux sociaux ou est-ce que justement le rôle, et notamment auprès des jeunes, va se préciser et disons l'image et l'intérêt pour les jeunes va s'améliorer, si on veut conclure sur les jeunes? Je pense qu'on ne sera pas un fournisseur de contenu de réseaux sociaux. Je vais donner un exemple. Facebook News s'arrête. Donc en fait, les news sur Facebook, c'est terminé. Donc finalement, la news repart de là où elle est. Alors évidemment, on utilise tous les réseaux sociaux pour faire venir, en tout cas pour communiquer, parce que du coup, c'est la marque 20 minutes ou celle des concurrents qui communiquent au travers des réseaux sociaux. Mais le rôle est toujours essentiel, c'est maintenir les Français dans le vrai, en fait, qu'ils soient informés de ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible, je pense, que des pays où le message, il est c'est le même pour tout le monde, et dans lequel en fait, c'est pas un vrai message. Aujourd'hui, on a la diversité des médias en France, on a la chance d'avoir des groupes qui les soutiennent, et moi, je pense que oui, la presse, au sens large, vit des moments un peu difficiles, mais a les ressources et sait se réorganiser. Quand je vois Ouest France, qui est un groupe fabuleux, sur le digital, ils ont su se réinventer. La Voix du Nord, pareil. Voilà, le digital vient aussi en renforcement de la presse, et le rôle de la presse est clé aujourd'hui dans l'équilibre économique, sociétal, environnemental de la France, quoi. Merci beaucoup Ronan, et une fois de plus, merci de nous avoir accueillis dans ce beau studio. Merci à toi. 20 minutes. Si on doit un peu résumer et se souvenir de ce qu'on s'est dit, on peut dire déjà que sur l'étude Moi Jeune, on est passé d'une génération très post-Covid, très angoissée, très renfermée, à finalement des jeunes qui se réouvrent et qui envisagent la vie et la réussite avec quand même un certain nombre de valeurs et notamment des proches et de la solidarité. Ben voilà, ça donne quand même de l'espoir et je trouve que ça donne des beaux modèles. Et puis sur 20 minutes, penser vraiment comme un média global qui suit les différentes étapes. J'aime bien ton exemple de notre journée. Je vais essayer de la vivre telle que, vivre l'expérience 20 minutes, tiens, pour voir, et d'essayer de la voir aux différents moments de la journée. Et je te trouve aussi très optimiste sur le rôle des médias, le rôle de la presse et son rôle auprès des Françaises et des Français. Et puis tu nous as quand même donné 2 infos. L'étude Moi Jeune va porter sur le sport
comme il se doit en 2024 et on aura un beau 20 minutes à Paris et même autour de tous les sites olympiques pour bien vivre ces Jeux pendant l'été. Merci beaucoup. Pour bien vivre ces Jeux, vivez les Jeux 20 minutes. On va terminer là-dessus. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de VCast. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, nous laisser des commentaires, nous suggérer des thèmes que vous voudriez entendre dans VCast. Ciao.